Madame, Monsieur, bonsoir et merci pour cette fidélité pour le grand oral. On aura 45 minutes d'échange, 45 minutes d'écoute des idées des Congolais et prise des bonnes valeurs. Les Congolais ou les personnalités qui voudraient apporter leur pierre en ce qui concerne un secteur clé de tout développement dans tout le pays du monde. Il faudrait qu'il y ait une justice qui puisse bien porter son nom. Alors, nous avons le plaisir d'avoir ce jour sur ce plateau Maître Diaké Servet. Maître Hervé, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la deuxième fois que nous vous recevons dans cette émission. Vous êtes avocat au barreau de Matadi. Oui. Ici, avocat, vous travaillez aussi au niveau de la Cour pénale internationale, à La Haye. Et vous êtes un scientifique, un spécialiste du droit, on peut le dire ainsi. Aussi, on peut le dire ainsi, oui. Merci d'avoir répondu une deuxième fois, parce que vous avez reçu une première fois dans cette émission. J'ai recueilli beaucoup de questions. Alors, je me suis dit qu'il était tout à fait opportun de chercher à avoir des solutions ou des réponses à d'autres questions qui sont restées en suspens. Vous pensez, ça c'est vraiment une première question, est-ce que notre justice a vraiment besoin de réformes? On parle de l'indépendance du pays et ainsi de suite, mais est-ce que, après avoir cheminé pendant un bon moment, est-il besoin d'apporter des réformes à notre justice? Merci beaucoup pour cette occasion et l'opportunité que vous me donnez encore de revenir sur votre prestigieux plateau. Merci. Je vais répondre à votre question à deux niveaux. D'abord, premièrement, la question fondamentale et après tout, à quoi nous sert la justice? Quelle est l'utilité de notre justice? Quelle est sa finalité? Quelle est sa téléologie? Quel est son sens? Pourquoi il nous faut une justice? Deuxièmement, on peut dire, attendez, la justice en tant que toute œuvre humaine, elle a forcément besoin de réformes parce qu'elle édicte des règles dont on voit l'application et dans l'évolution aussi des mentalités d'une part, mais aussi dans la manière dont ces services est rendu à la communauté. Alors premièrement, quelle est la finalité de la justice? La justice, comme je l'avais dit, c'est une vertu, c'est une valeur, mais aussi c'est un service public. Donc en tant que service public, elle est appelée à trancher les litiges qui surgissent dans la société entre les individus. Elle vise quoi? Elle vise à soustraire à l'arbitraire, elle vise à soustraire à la vengeance, elle vise à soustraire au règlement personnel de litiges qui peuvent opposer les citoyens pour que nous passions tous devant une instance réputée impartiale, réputée neutre, réputée incorruptible et réputée maîtriser les choses pour nous aider à résoudre un problème ou à trancher un conflit. Alors, dans ce sens, la vraie question est, ce qui nous tient lieu des justices, atteint-elle cette finalité? Si elle ne l'atteint pas, qu'est-ce qui l'empêche de l'atteindre et quelles sont les réformes nécessaires pour qu'elle soit une justice? Alors là, alors on peut parler aussi de réforme. Très bien. Mais alors, on se pose des questions parce que la plupart d'instruments sur lesquels la République démocratique du Congo est assise semblent être calqués sous un quelconque modèle. Parce que c'est vrai, nous sommes nés en tant que société depuis très longtemps, mais les valeurs, si on peut les appeler modernes et tout ça, c'est avec la colonisation et ainsi de suite. Mais alors, notre justice, elle est calquée sur quel modèle? Alors, le fondement de notre justice, comme je l'avais dit d'ailleurs lors de la première fois où je suis venu sur votre plateau, nous avions, comme disait la formule superbe du professeur Bayona, notre justice était doublement inauthentique. D'abord parce qu'elle est calquée sur un modèle colonial, c'est une justice d'importation. Nous l'avons hérité du droit belge et c'était la première inauthenticité. On sait que nous n'avons pas participé à son élaboration. Elle nous est tombée dessus avec des notions totalement relevantes d'une civilisation distincte de la nôtre, la civilisation occidentale, par exemple, qui privilégie les litiges privés, qui privilégie, n'est-ce pas, la contestation, et toujours il faut un vainqueur et un vaincu, alors que notre culture traditionnelle, par exemple, c'est une justice qui privilégie la paix sociale, qui privilégie l'harmonie dans la société et qui évite en règle générale qu'on en arrive à un conflit ouvert. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Mais voilà, ça c'était déjà le premier postulat. Mais le deuxième postulat, une justice inauthentique aussi. On sait que
d'héritage colonial, le droit belge lui-même a connu plusieurs réformes. Et nous sommes restés avec une justice sur laquelle on a à peine touché. Donc elle est doublement inauthentique. Nous ne l'avons pas élaborée, nous l'avons héritée. Et ceux qui nous l'ont donnée l'ont changé et nous sommes restés avec un machin, excusez-moi l'expression assez triviale, mais dont nous nous servons sans en connaître l'utilité. Pourquoi nous l'utilisons? Elle nous sert à quoi? Quel est son fondement? Et aujourd'hui, avons-nous besoin de celle-là? La question se pose. Et si on n'a pas besoin de celle-là parce qu'elle est décriée, parce qu'on en voit les limites, parce qu'on en conteste les décisions, parce que des fois on remet même en cause des fois la crédibilité de ceux qui la rendent, parce que totalement, en tant que service, les bénéfices dont nous en tirons deviennent totalement médiocres par rapport aux attentes qui sont placées. Donc la question est, qu'est-ce qu'il nous faut comme justice? Est-ce que celle-là marche encore? Parce que justement, j'en arrive, maître, vous animez beaucoup de conférences, vous êtes tout le temps sur le terrain. On a comme l'impression que cette justice, si elle apparaissait comme une nourriture, elle n'arrive pas à satisfaire tout le monde. C'est-à-dire les Congolais, visiblement, en tout cas un grand nombre, si on doit aller en termes sur une échelle de 10, on peut dire que 7 ou 8 Congolais sur 10 ne croient pas en la justice ou bien n'est pas satisfait de la manière dont cette justice est rendue. Quel est le problème? Bon, il y a d'abord un problème d'attente des cultures aussi. La justice que nous avons d'essence occidentale, qui d'ailleurs elle-même a évolué, est un peu distincte de notre culture du consensus, de la négociation et voire du recours à des mécanismes amiables. Notre justice, il faut qu'il y ait un vainqueur, il faut qu'il y ait un vaincu. Okay? Et des fois, on ne comprend pas que soit je gagne au premier degré, et puis je perds en appel. Dit quelque part, ou c'est le juge du premier degré qui n'a pas été bon, ou c'est le juge en appel qui n'a pas été bon. Alors, l'erreur dans les postulats est que lorsque nous partons devant les cours et tribunaux, beaucoup de justiciables perdent en compte que le droit n'a pas pour vocation forcément d'atteindre la justice. Le droit a pour vocation d'atteindre l'ordre public. C'est une technique, c'est une stratégie. Et cette stratégie se fonde sur quoi? Ce que vous ne parvenez pas à prouver, qu'il se soit vrai ou faux, n'existe pas devant les juges. Okay. Lorsque vous m'amenez un litige, lorsque vous m'amenez un problème, vous l'amenez d'abord à l'avocat qui prépare le dossier au bénéfice de l'intérêt du justiciable. Et son rôle, c'est de réfuter tout ce que l'autre partie ne parvient pas à alléguer. En partant du principe que la charge de la preuve appartient à celui qui soutient l'action. Tout ce que vous n'êtes pas parvenu à prouver, quels que soient vos pleurs, vos cris, vos graissements des dents, personne ne les tiendra pour vrai. Et les juges est tenu par les preuves qui lui sont présentées. Il ne peut pas aller au-delà de ce qui lui a été donné. Au risque de se retrouver lui-même dans ce qu'on appelle d'être allé ultra petit, d'être allé au-delà de ce qui lui a été demandé. Et c'est une cause aussi d'annulation de la décision. Donc ça, c'est déjà un réel problème. Or, les partis, les justiciables eux-mêmes, lorsqu'ils sont dans des conflits, ne viennent pas forcément avec toute la relation de fait. Ils cachent ce qui les met en difficulté. Ils ne vous sortent que ce qu'ils savent. Et donc, il suffit, par exemple, qu'il y ait une reconnaissance des dettes qui disparaissent. Mais celui qui prétend que tel me devait de l'argent est en difficulté. Lorsqu'il ira en justice, on lui dit, oui, mais ce monsieur me doit, c'était tel jour, mais où la preuve, il n'y a pas. Et il va estimer que la justice ne sert à rien, parce que réellement, on lui doit de l'argent. Sauf que, de l'autre côté, vous n'êtes pas parvenu à prouver cela. Vous avez perdu votre preuve. Très bien. Alors, vous aviez essayé de peindre un tableau qui serait plus ou moins réduisant. Quant à l'avenir, vous affirmiez qu'il fallait vraiment que l'on crée des mécanismes et vous vous êtes inscrit dans une logique où vous pensez que tout ne peut pas être réglé ou amené devant les juges, tout ça, pas tout différent au niveau social. Il doit y avoir une sorte de plan B qui puisse exister, mais étant légal. Comment pensez-vous cette faisabilité? Comment cela peut être opérationnel, par exemple? Bon, je ne veux pas être présomptueux. Je pars d'un constat et j'examine des pistes de solutions pour ceux qui vont être amenés aujourd'hui à piloter la justice dans notre pays. Je pars d'abord d'un principe, c'est un principe spirituel. La justice, c'est une vertu,
c'est une valeur, c'est l'attribut des dieux. Et c'est pourquoi on dit la justice élève une nation. Mais même dans notre constitution, la justice, c'est ce qu'on appelle un pouvoir régalien, rattaché à la personne du roi. Même aujourd'hui, avec les débats sur les ministères, vous dites non, ça, ce sont des ministères régaliens, rattachés au pouvoir du président. Pourquoi? La justice, toute décision de justice est rendue au nom du peuple congolais. Ça veut dire que vous, comme moi, et tout Congolais qui nous suit, nous sommes tributaires des conséquences des décisions de justice qu'on rend, dans lesquelles on spolie les veuves, dans lesquelles on arrache des biens à des orphelins, dans lesquelles on condamne injustement les gens, on les met en prison. C'est en notre nom que c'est rendu. Donc, consciemment ou inconsciemment, nous assumons les conséquences des dysfonctionnements de la justice. Et c'est exécuté par le président de la République. Alors, je pose ce postulat pour examiner 3 éléments. Premier élément, c'est quoi? Aujourd'hui, le problème de la justice est d'abord infrastructurel. L'accès à la justice, même les bâtiments d'accès à la justice, là où la justice est logée, lui doter de moyens, pose problème. On en est même venu à se demander si ce n'était pas une volonté politique délibérée de laisser la justice dans cette position. Moi, j'utilise souvent ce postulat, on dit il y a la magistrature debout, il y a la magistrature assise. Mais des fois, je me demande si les politiques congolais veulent une magistrature à genoux. Donc, parce qu'on ne lui dote pas les moyens nécessaires pour l'exercice de ses missions, alors même qu'on leur donne un pouvoir assez terrible. La justice a le pouvoir de vous priver de votre liberté, de votre patrimoine, voire de votre vie. C'est la seule institution qui peut décider de priver un citoyen congolais de sa vie, et ça s'exécute. Donc c'est une institution dotée de pouvoirs énormes. Mais la manière dont on l'a précarisée et paupérisée laisse entendre que c'est peut-être une politique délibérée de vouloir la maintenir ainsi. Si nous voulons un état de droit, parce que dans un état policier, c'est simple dans l'impunité. Quand j'ai un problème, je cherche si je connais un colonel, un général, un agent de l'ANR, un conseiller dans un ministère, etc. C'est un besoin de justice. Mais nous passons par ceux qui ont les réels pouvoirs de trancher. Mais dans un état de droit, je cherche mon avocat. Donc il y a un problème. Et toujours un sous-problème dans cela, au-delà des infrastructures, les compétences. Surtout ça. Les compétences, parce que la justice et les problèmes que nous amenons devant la justice qui a le monopole de l'étranger sont complexes et diversifiés avec le monde dans lequel nous évoluons. Alors, j'ai du mal à croire que les mêmes magistrats congolais peuvent être à la fois spécialistes en droit pénal, spécialistes en droit commercial, spécialistes en droit des sociétés, spécialistes en matière d'informatique, spécialistes dans la complexité. Vous ne croirez pas à la crédibilité d'un médecin qui serait à la fois gynécologue, dentiste, pédiatre, orthopédiste, chirurgien, non, à un moment donné, cardiologue, etc. Donc, on a un problème de spécialisation de la justice. Donc, une formation continue, une spécialisation du personnel de la justice, les magistrats, et du siège et du parquet, même y compris tous les services qui collaborent avec eux. Vous avez des parquets qui doivent des parquets financiers sur la grande criminalité, peut-être des parquets chargés de la lutte contre le terrorisme, les trafics des drogues, etc. Et des parquets sur, ou des tribunaux sur des questions complexes des sociétés. Ça, c'est important, mais permettez-moi juste d'aboutir sur 2 points pour poser mon postulat. Il y a un autre problème aussi, un problème de l'éloignement géographique. Alors, nous avons 2 problèmes là-dessus. Éloignement géographique des justiciables vers la justice, parce que les sièges de la justice dans nos villages, je peux me dire à Bouniakiri, je peux me dire à Katakokombe, ou bien à Manono, ou à Ankoro, ou à Malemankulu, à Matadi, à Luozi, où se trouve le premier bâtiment de justice, c'est pas à moins de 100 km. Ça, c'est un problème. Mais un autre sous-problème, tous les magistrats s'agglutinent dans les grands centres. Tous veulent rester soit à Kinshasa ou dans les chefs-lieux des provinces. Donc, celui qui se retrouve à Gemena, à Binga, à Yumbi, c'est toujours perçu comme une mutation punitive. Ce n'est pas perçu comme une mission à aller rendre à celui au nom de qui vous rendez justice au peuple congolais. Vous avez des sièges
comme Gombe, qui sont appelés déjà dans la terminologie Gécamine. donc ça veut dire il y a comme ça des postes à haute intensité lucrative de prédation. Donc ça laisse sous-entendre qu'on est vraiment dans un dévoiement. Donc tous ces éléments-là m'ont mené à suggérer d'autres pistes de solutions, parce que ça c'est la réalité de la justice que nous avons. Nous n'allons pas en créer une autre, mais nous devons maintenant faire avec pour l'amener à atteindre ce que j'ai dit dès le début de l'émission, dans mon entame. Qu'est-ce que nous attendons de la justice et quelle est la finalité que nous lui attribuons? Alors maintenant, maître, je crois que j'ai discuté dans le couloir avec vous, où vous étiez en train de dénoncer un certain nombre de faits, par exemple pour ceux qui rendent ou qui essaient un peu de dire le droit. Vous pensez peut-être que deux fois il y a des problèmes de locution. Alors moi je vous ai dit, j'ai dit maître, mais ce n'est pas ça la procédure. Il suffit d'être bon dans la procédure et le reste, il ne peut pas être aussi réduisant, on s'en fout. Non, en droit, la forme importe autant que le fond. Le problème aussi, c'est que le droit, c'est dit et s'exécute dans une atmosphère de solennité. Les gens ne vont pas devant la justice pour s'amuser. Quand ils y vont, c'est qu'ils ont un problème grave. Et l'attitude, les rituels procèdent du respect d'abord qu'on doit aux justiciables et de la nature du service qu'on est en train de rendre à la société. Vous savez, par exemple, j'en viens au professeur Bayona pour vous dire, je lui avais posé un jour une question en faculté, je dis, pourquoi même en l'absence de parti, les juges doivent toujours prononcer les jugements? Quand j'étais en fac, j'avais l'habitude souvent d'aller dans les cours des tribunaux et de voir. Okay. Et je constatais juste qu'il y avait les trois juges, le greffier et le ministère public, personne dans la salle ou pas la partie concernée. Et je me suis dit, mais pourquoi ces juges les parties ne sont pas là, mais ils prononcent. Ils prononcent les jugements. Il m'a répondu, les jugements sont prononcés. Donc on doit déclarer les paroles, parce que là, vous devez vous rendre compte de la dimension mystique de la justice. Vous prenez à témoin les vivants et les morts. Vous tranchez pour ceux qui sont là et vous tranchez pour le monde qui vous entoure. Bon, le professeur Bayona avait aussi une approche un peu mystique, mais c'est que je pense qu'il voulait dire par là, c'est de réaliser la gravité, le sérieux de la mission qui est confiée à la justice et de se rendre compte que ces décisions ont un impact, et aujourd'hui, et pour l'avenir. Quand vous privez une famille d'un patrimoine, d'une parcelle, d'une maison, etc., c'est y compris les générations à venir. Donc vous avez intérêt à avoir pris au sérieux la question. Et j'ai l'impression que cette question de la justice, la vision que nous voulons de la justice dans ces pays, n'est pas encore intériorisée ou inculturée par ceux qui dirigent ces ministères. Okay. Maître, c'est bien que je puisse vous avoir sur ce plateau. Vous êtes un technicien du droit, vous êtes spécialisé en la matière. Ces derniers temps, ça défraie même la chronique, hein, on parle de la liberté. Nous sommes un pays libre, nous sommes un pays démocratique, il y a une liberté d'opinion, il y a une liberté d'expression, ainsi de suite. Mais comment est-ce que l'on peut manifester cette liberté qui est prise de temps en temps comme étant un débordement et tout ça? Comment les gens doivent se comporter visiblement? J'ai la liberté de marcher, je dois aller pour dénoncer la hausse du prix du pain, la hausse de ceci et tout ça. Mais en même temps, il y a une instruction qui vient pour dire non, vous ne devez pas parce que tel est en train de travailler. Expliquez-nous un peu comment devons-nous gérer cet acquis. Il y a un célèbre juge de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, malheureusement son nom, je crois Wendell Holmes, qui avait dit une chose pour définir la liberté. Il dit, ma liberté commence là où s'arrête la vôtre. Mais effectivement, vous demandez, mais où s'arrête la mienne? Où commence la mienne? Il dit, ma liberté à moi, telle que je suis là en face de vous, de balancer mon poing dans tous les sens de cette pièce, s'arrête là où commence les bouts de votre nez. Okay. C'est ça le principe de la liberté, en règle générale. Alors, ça veut dire effectivement, l'exercice de la liberté se fait toujours dans le respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes mœurs.
Alors, ici, effectivement, vous posez aussi l'autre postulat, c'est qu'il peut arriver que mon exercice de ma liberté soit à l'encontre de l'intérêt de celui qui est habilité à apprécier si je dois l'exercer. Par exemple, le fameux débat sur la prise d'acte ou non d'organisation des manifestations publiques. Alors, d'abord, j'ai dit qu'il y a une entorse. Le gouverneur confond la prise d'acte avec l'autorisation. Okay. On ne peut pas refuser de prendre acte. C'est un non-sens. La prise d'acte, c'est juste, j'écris une lettre, je prends acte. Maintenant, nous pouvons discuter de modalités d'organisation ou de non-organisation. Alors, et normalement, l'autorité administrative, s'il trouve inopportun le fait d'organiser une manifestation, émet ses réserves et dit, dans ce cas, je considère qu'il n'y a pas lieu d'organiser. C'est au particulier, au lieu de défier l'autorité, de saisir le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel lorsqu'il s'agit des autorités provinciales. C'est peut-être cette démarche qui n'a pas été suivie. Parce que seule la justice peut maintenant apprécier entre l'autorité administrative et les citoyens qui veulent organiser leur activité, les motifs qui ont prévalu pour interdire, surseoir ou repousser. Donc, de part et d'autre, par exemple, pour la dernière manifestation, je n'ai pas compris pourquoi on n'est pas allé devant la cour administrative d'appel en procédure d'urgence, de référé liberté, pour estimer soit qu'il y avait une erreur manifeste d'appréciation de la part du gouverneur, ou il y avait un refus illégal, parce qu'il n'en avait pas le pouvoir, ou alors il y avait juste un acte d'arbitraire. Donc ça, c'est devant la justice. Mais personne ne peut, par défi, effectivement, descendre dans la rue et décider d'organiser une manifestation en défiant l'autorité. Mais en même temps, l'autorité ne peut pas, sous couvert de refus de prendre acte, en réalité, se mettre dans un régime qui n'est pas de son pouvoir. C'est un excès de pouvoir que de dire « je refuse de prendre acte ». Vous ne pouvez pas refuser de prendre acte. Parce que sinon, c'est carrément une manière de faire un refus d'autorisation déguisé. Et d'où même la police utilise des expressions « vous n'avez pas été autorisé ». Mais on n'a pas besoin d'être autorisé. C'est notre prérogative. Le droit d'organiser des manifestations est constitutionnel et légal. Mais maintenant, les modalités d'exercice passe notamment par la collaboration avec l'autorité administrative, parce qu'il y a un encadrement sécuritaire, il y a des itinéraires à organiser, il y a un dispositif à mettre en place. Donc, quand l'autorité urbaine ou administrative refuse de prendre acte, c'est un non-sens. C'est un non-sens juridique, et au-delà de quoi, c'est un excès de pouvoir, c'est un refus de décider. Et ça peut être attaqué devant les tribunaux administratifs. Je veux faire mienne une appréciation que le commun mortel, le Congolais, vraiment, je voudrais vous taquiner un peu en ce sens-là. On dit, en lingala, juriste c'est un bimbo. Donc on estime que la situation dans laquelle se trouve le pays présentement, nous sommes engouffrés parce que justement, vous, les juristes, existez avec vos interprétations qui dépassent un entendement commun, ainsi de suite. Quel est votre avis quand on vous balance une phrase comme celle-là sur le visage? Je comprends, et des fois ça me fait rire parce que sinon je dirais si nous ne développons pas aujourd'hui, c'est peut-être parce que les facultés d'économie doivent être fermées. Est-ce que tous les économistes ne sont pas des milliardaires, hein? Est-ce que je vais dire que voilà, si des fois nous rencontrons une presse qui va dans les caniveaux en train de dénigrer les gens, je veux dire qu'on doit fermer l'IFASIC, hein? Est-ce que si les gens meurent dans les hôpitaux, il faut fermer les facultés de médecine? Non, il faut dire que le problème dans notre pays, c'est ni un problème de texte, ni un problème de droit. C'est un problème de manipulation des textes et de mauvaise foi. Et ça nous ramène à ceci. Moi, j'ai une thèse à défendre. Vous avez une thèse à défendre. Au tribunal, quand nous allons, il y a deux parties. Chaque partie est convaincue d'avoir raison. Chaque partie a une lecture du droit qui lui donne raison. C'est pourquoi il y a deux avocats. Ou au moins deux avocats dans chaque partie. Et puis les tribunaux tranchent. Des fois, le tribunal aussi peut donner partiellement raison, totalement ou pas du tout. Et puis on va en appel. Et le juge d'appel peut modifier. Alors maintenant on dira, forcément, soit les premiers juges avaient tort, ou c'est les deuxièmes juges qui peut-être a tort. Et on peut aller en cassation et on modifie sur des questions de procédure. Donc je pense que nous devons reconnaître que les éléments, les textes, les interprétations et les domaines du subjectif. Okay? Mais ce n'est pas en soi le problème. C'est quand, aujourd'hui, nous avons des interprétations à géométrie variable, au gré de nos intérêts,
qu'en ce moment-là, on appelle le droit pour venir justifier un acte de banditisme juridique, un acte de braconnage légal. Ça, c'est autre chose. Vous êtes dans l'illégalité, mais vous amenez la loi pour vous justifier. Ça, c'est ce que nous connaissons. Et effectivement, là, nous, les juristes, nous avons une grave responsabilité là-dessus. Heureusement qu'il y a ce genre d'émissions où nous pouvons être amenés à expliquer certaines choses pour amener, c'est pourquoi on a la jurisprudence, pour dire, dans une situation similaire à telle époque, voilà comment on avait décidé. Ou dans d'autres pays en droit comparé, dans des situations plus ou moins similaires, voilà comment on décide. Ici, il n'y a pas lieu de décider autrement. Mais là, il nous faut une magistrature qui soit réellement consciente et qui soit dotée des moyens nécessaires pour ses intérêts, pas une magistrature couchée ou à genoux. Et ça c'est vraiment un problème réel. Et je pense que le prochain ministre de la Justice devra être doté d'une vision nécessaire pour savoir quelle justice il faut pour ce pays et quelques pistes de réforme que j'espère que vous allez enfin me donner aussi l'occasion d'exploiter avec vous. Non, je voudrais justement vous poser une autre question. Justement, là, dans les phrases populaires qui interviennent, on nous dit « nul n'est censé ignorer la loi ». La phrase, elle est très populaire, tout le monde la connaît. On nous la balance, tout ça. Mais la faute incombe qui? Est-ce moi, citoyen, qui n'ai pas eu l'occasion de rencontrer cette loi-là, ou bien la partie émettrice de la loi qui n'a pas eu suffisamment le temps de vulgariser cette loi-là? Merci beaucoup. Je vais faire un petit test avec vous, justement pour vérifier des fois les côtés totalement ubuesques et effectifs de cet adage. Connaissez-vous l'article 258 du Code civil congolais, livre 3, non, des obligations? Je ne connais rien de tout ça. Pourtant, nul n'est censé ignorer la loi. Cet article dit, tous les juristes, tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à les réparer. Voilà, bon, je le dis juste parce que bon, voilà, ça fait beau. Et quand je l'ai dit, j'ai l'impression, et je donne l'impression que je connais les 257 autres articles et ceux qui suivent. Un peu comme la Bible. Voilà. Non, j'ai juste la technique pour accéder à cela. C'est ce qui fait la différence entre vous et moi sur ces questions-là. C'est que moi, à une matière donnée, je peux facilement accéder à une référence légale qui justifie cela. Donc, nul n'est censé ignorer la loi est un postulat. C'est un postulat qui vise à ce que personne n'invoque son ignorance de la loi pour justifier un méfait. Voilà. Là, dans ce cas, effectivement, ça deviendrait compliqué. L'État n'a pas pour vocation à produire des codes et aller les distribuer dans les maisons. Mais cependant, l'État doit prendre les dispositions nécessaires pour rendre la loi accessible. Très bien. Et la loi accessible et compréhensible. Vous voyez qu'une personne accusée a le droit de se défendre, si pas dans la langue de son choix, au moins dans une langue qu'elle comprend. Donc si quelqu'un est chez les Machi, ou quelqu'un est chez les Banyabungu, ou... Le Machi c'est mieux. Le Machi c'est mieux. Voilà. Ou il est à Louosi, hein? À Yumbi, à Bogoro. Vous lui apportez tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à les réparer. Qu'est-ce qu'il comprend de tout ça? Rien du tout. Est-ce que vous prenez au moins la précaution de faire parvenir, donc quand je dis de rendre la loi accessible, je ne parle pas de code, etc., de créer des mécanismes de vulgarisation de la loi. Ça, c'est l'obligation de l'État. Avant d'aller alléguer de nul n'est censé ignorer la loi. Donc nous devons aujourd'hui avoir une vision de la justice participative qui associe celui au nom duquel on le rend justice, le peuple congolais, à sa compréhension, voire à son élaboration. Moi, j'imagine la création, par exemple, du côté de la population, on va parler de quelques réformes peut-être institutionnelles, de ce que sous notre on appelle des maisons du droit. Donc nous pouvons collaborer avec, ou des dispensaires juridiques, on peut collaborer avec les barreaux, les autorités coutumières, les commissions de justice et paix, catholiques, protestantes, kimbanistes, islamiques, etc., des structures comme ça, avec des leaders religieux et communautaires, dans la vue, comme on sensibilise contre la polio, quand on sensibilise pour les élections, pour Ebola, les élections, il faut de plus en plus qu'il y ait ce genre de maisons d'accès au droit, pour permettre aux gens d'avoir
une idée. La plupart des actes d'arbitraire qui se font dans des villages, dans des milieux reculés, vous avez le commandant poste du milieu qui peut arriver dans un village arracher des poules. Vous avez des cultures comme chez les Nekongo, qu'on appelle les Tambizamalu. Donc le droit d'avoir déplacé mes pieds. Ça veut dire un greffier, un huissier qui arrive dans un village pour notifier une assignation. Il en profite pour prendre coq pour les chèvres parce qu'il est venu au nom de l'État. Donc, enfin, c'est des cas d'extorsion. Et pourtant, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que personne n'a appris au tiers que la simple notification d'une assignation n'est pas conditionnée par un paiement. Très bien. Vous allez à la police aujourd'hui. Vous voulez porter plainte, aujourd'hui vous devez payer pour les papiers qu'on va utiliser. Attendez, c'est un service public qui est censé être doté de frais de fonctionnement. Et ce n'est pas aux particuliers de prendre ça en charge. Le policier vous dit même pour se déplacer pour une enquête, il faut le carburant et payer du crédit de communication. Mais ça, c'est de la concussion. C'est une infraction pénale. C'est lui qui conditionne de poser un acte qui relève de sa propre fonction, pose par contre-paiement d'espèces ou de quoi que ce soit, pose lui-même un acte de concussion. Ce qui est différent de la corruption. Okay? Les fonctionnaires qui conditionnent de poser un acte relevant de sa propre fonction. Bon, un peu chez vous, chez les journalistes, quand on parle de coupage. Oui. Bon, je vous taquine d'une certaine manière. Oui, d'une certaine manière. Donc voilà. Donc tout ça, c'est l'ignorance de la population. Mais vous parlez à quelqu'un, à un Mouchi, vous parlez à quelqu'un à Mongoloa, là, chez les Banyanga, de la concussion, il ne comprend pas. Mais vous devez lui parler à Kimanyanga, vous devez lui parler à Kimachi, vous devez lui parler même en Swahili, pour expliquer voilà où est-ce qu'on en est. Donc il faut de plus en plus collaborer dans des grandes actions de vulgarisation. Le droit, c'est vie. Okay? Et il ne se vit pas dans les grands palais de justice et dans les grands centres. C'est dans ces milieux-là. Il faut créer des mécanismes où des gens peuvent se déplacer, écouter, recevoir conseil, et créer aussi une culture de rencontrer l'avocat et de lui payer les honoraires, les cas échéants. Ça, en tout cas, c'est extrêmement important. Moi, je vois un ministère de la Justice qui va collaborer avec les communes, les secteurs, les bureaux des cités, les églises, les paroisses, etc., en aidant, en dotant d'équipements, en dotant de la documentation, ce qu'on peut appeler des dispensaires du droit, des maisons du droit, et pour permettre à la population d'accéder tant soit peu aux informations nécessaires. Et à côté de ça, bien sûr, créer des mécanismes de médiation et des règlements de conflits sur lesquels j'insiste parce qu'on n'a pas toujours besoin d'amener tout litige devant les cours et tribunaux, non seulement qu'on les encombre, mais en plus, ça prend du temps pour les trancher, sans compter la nécessité aujourd'hui de spécialiser les juridictions. Et peut-être, voilà, j'entre dans l'institution maintenant. J'ai posé un postulat, c'est que nous ne pouvons pas croire que le magistrat congolais, qu'il soit du parquet ou du siège, est un multispécialiste. Donc, forcément, ça implique quoi? S'il n'a pas toutes les connaissances nécessaires en droit commercial, même si aujourd'hui on va maintenant devant les tribunaux de commerce, en droit de société, en droit pénal, en droit de la presse, dans toutes les autres branches du droit, multiples et variées, mais qu'il est quand même amené à rendre justice, parce que s'il ne rend pas, c'est un déni de justice. Donc nous devons reconnaître que soit il nous rend une justice qui est d'une qualité quelque peu lacunaire, du simple fait qu'humainement, il ne peut pas connaître tout. Exactement. Parce que même nous, les avocats, voilà, moi je suis davantage un pénaliste. Aussi, je me suis spécialisé dans le mode alternatif des règlements de conflits. Il y a des avocats qui sont plus dans les affaires. Mais même dans les affaires, certains ne sont que dans le droit des sociétés. D'autres peuvent être dans mines, tout ça. Bon, d'autres sont dans les droits miniers, d'autres peuvent être dans les droits des hydrocarbures, d'autres peuvent être dans le droit de l'énergie, d'autres dans le droit de l'environnement. Alors, mais tout ça pour un seul magistrat, pour qu'il tranche tout ça. Donc c'est que forcément, il y a un problème de formation, un problème de spécialisation, et aussi une nécessité d'élargir la question du droit. Ce n'est plus le monopole des gens en robe. C'est une question de la société dans un état de droit qui va donc exiger de créer d'autres mécanismes à côté du mécanisme des litiges. Et la grande partie de la population a intérêt à se retrouver aussi
nos autorités coutumières, nos mécanismes à revaloriser pour qu'on puisse en amont trancher des litiges qui créent inutilement des conflits dans les communautés. Puisque j'ai la chance d'avoir en face de moi un universitaire, vous avez certainement, au regard de ces tableaux que vous avez peints, il est plus ou moins sombre. En tout cas, on croirait que c'est un enfant de 3 ans qui l'a peint. Préconisez-vous des solutions? Quelles sont les solutions que vous préconisez? Certainement, vous y avez réfléchi. Certainement, vous êtes en train, puisque vous êtes universitaire, maître, je le rappelle, vous êtes quelqu'un qui est ancré, effectivement, à mener des recherches à tout moment. Quelles sont les pistes et les solutions à imaginer au regard? Parce que vous maîtrisez superbement bien nos réalités. Vous avez cité des entités que beaucoup ne connaissent pas, et des cultures que beaucoup ne connaissent pas, même le nom des villages et cités, ainsi de suite. Donc, je pense que vous connaissez quelles peuvent être les voies qui nous mèneront à adopter une justice qui plairait plus ou moins à tout le monde. Alors, quelles sont les pistes de solutions que vous pensez pour la République démocratique du Congo? Alors, je ne voudrais pas être présomptueux. Certainement, beaucoup aussi ont fait des réflexions beaucoup plus pertinentes. Je pars d'abord du principe qu'aujourd'hui, quel est le problème qu'il y a dans notre pays? C'est l'impunité. Okay. Et la seule instance habilitée à résoudre les questions de l'impunité, c'est la justice, telle qu'elle est là. Et comme on dit dans la Bible, les jugements commencent d'abord dans la maison des dieux. Donc il faut déjà que les régimes disciplinaires des magistrats deviennent beaucoup plus crédibles et accessibles, d'un côté. Et de l'autre, il faut créer, moi je veux une justice des libertés. Je prends par exemple, j'ai eu un peu à défendre des dossiers pénaux pendant ces derniers temps, où la justice pénale, qui est là, qui est pour moi la plus essentielle, parce que c'est celle qui vous prive de votre liberté et peut nous priver de notre vie, deux fois à un regard très laxiste sur les libertés publiques. Donc priver quelqu'un de sa liberté, c'est la règle, alors même que ça doit être l'exception. Après avoir examiné toutes les autres conditions. Et maintenir quelqu'un en détention, même au-delà du délai, apparaît une affaire banale. J'ai vu déjà à Makala qui sont restés au-delà du terme légal et personne ne se préoccupe de leur sort. Donc ça, c'est des questions extrêmement graves. La question de la privation des libertés est prise avec beaucoup de laxisme et de légèreté, en commençant dans la garde à vue à la police jusqu'à aller au parquet. On doit mettre de l'ordre sur cette question. Il faut qu'on crée ce que moi j'appelle un juge des libertés de la détention. Okay. Le tribunal de paix essaye de jouer ce rôle, mais souvent les tribunaux de paix, à cause du rôle hiérarchique du parquet, a tendance à plus se comporter en subalterne qu'en autorité. Ainsi, un tribunal de paix d'une juridiction qui voit un dossier de privation des libertés venir du parquet général considère davantage la hiérarchie plutôt que de considérer ses prérogatives légales. Ça, c'est un problème. Il faut alors, dans ces cas, soustraire cette question qui est des juges chargés justement de n'examiner que les questions des privations des libertés. Ce qu'on appelle, par exemple, en France, où j'ai eu à prester au barreau de Paris, les juges de la liberté et de la détention. C'est important. Dès les premiers moments où un Congolais est privé de sa liberté, donc, il faut que très vite, un juge soit saisi pour examiner la nécessité de les priver de sa liberté, de s'assurer est-ce qu'il est forcément opportun que quelqu'un qui a une adresse connue, qui a un travail connu, dont la fuite n'est pas à craindre, soit maintenu en détention, alors qu'il peut toujours déférer aux convocations. C'est important. Nous n'avons pas ça. Et surtout que, je m'excuse de les infrastructures ne sont pas non plus appropriées, adaptées. Et déjà, mais la surpopulation carcérale, ou même dans les lieux de détention, autre que les infrastructures sont inhumaines, dégradantes et conçues à cette fin. Mais j'ai l'impression que la plupart des cas de privation de liberté, c'est presque du kidnapping judiciaire. Parce qu'on vous libère contre rançon, qui n'entre pas dans la caisse de l'État. C'est des questions graves. C'est des questions extrêmement graves. Aujourd'hui, aucun Congolais ne peut avoir, même nous les avocats, nous savons tous qu'un acte de mandat de comparution peut aboutir à un mandat d'arrêt provisoire. Voire on lance un mandat d'amener directement, donc c'est-à-dire on vous contraint à comparaître contre votre gré, et on sait que ça n'aboutira qu'à une privation des libertés.
et des sommes faramineuses qu'on demande pour que vous ayez une liberté provisoire. On peut vous étonner. Ça peut vous étonner. Et la personne qui la demande, vous vous demandez, attendez, on est quand même dans le droit là. Hein? On peut vous dire, allez trouver 10 000 $, tranquillement. Vous avez vu que votre consoeur Christelle Wanga, qui vous a dit qu'un greffier l'a appelé, vous dit non, est-ce que vous pouvez vendre une maison? Mais on est où? Mais c'est ça notre société. Et comme dit Jésus, si on fait ça au bois vert, qu'est-ce que vous imaginez qu'on fait au bois sec? Or, ce pays est peuplé de bois secs. Là, je vous parle de Kinshasa, je vous parle de Matadi, Lubumbashi. Mais ceux qui sont à Malemba Kulu, dans le Haut-Ouélé, ceux qui sont dans le Haut-Ouélé, ceux qui sont à Isiro, ceux qui sont à Matambeng, devant le commandant poste, devant le chef de poste de la NER, qu'est-ce qu'ils ne subissent pas? Mais cela, c'est 90% de notre population. Oui, c'est vrai. Voilà la fiction dans laquelle nous nous retrouvons. Une justice qui évolue en vase clos, dans un langage ésotérique, déjà en robe noire, et en milieu urbain, alors que 90% de la population n'en a cure et n'en bénéficie en rien, et en plus on leur interdit de recourir à leur propre mécanisme de trancher les litiges qu'ils ont depuis les temps immémoriaux, et qui a la légitimité de leurs ancêtres. Il vaut mieux encadrer cela et arriver cela. Mise en valeur de nos valeurs traditionnelles. Le Rwanda l'a fait avec les Gachacha parce qu'ils ne pouvaient pas résorber la question du génocide uniquement là-bas. Et pourtant, c'est des questions de loin beaucoup plus graves. Il faut valoriser ce dont nous disposons et puis aller qualitativement vers quelque chose de plus formel. Mais en attendant, on ne peut simplement pas laisser la question comme cela. Sinon, c'est la résurgence des conflits tribaux, c'est la résurgence des conflits claniques, c'est la résurgence des conflits des terres. Et c'est l'insécurité et l'instabilité que nous connaissons dans notre pays. Parce que les faits tels que vous les avez étayés, ils sont quand même très graves. Je m'imagine, j'ai tout de même eu ces privilèges ou cette chance de faire plusieurs coins du pays. Et il est de ces coins où, comme vous le dites, un commandant de la police, tout ça, il devient juge, il fait tout carrément. Mais oui, mais parce que la nature a horreur du vide. Il arrive aussi, le pauvre commandant. On recourt à lui. Il ne peut pas ne pas agir. Parce qu'il y a un déficit. Il y a une défaillance. Il y a totalement un abandon. Or, on doit trancher des litiges. Mais comment nous en sommes arrivés là? C'est depuis très longtemps, mais qu'est-ce qui se passe finalement? C'est depuis très longtemps, depuis des temps immémoriaux, comme vous l'aviez dit, je vous vole cette phrase-là. On continue à être dans la même situation. On a comme l'impression qu'on s'est content, nous qui sommes à Kinshasa, vous l'aviez dit, que ça suffit. On voit un joli palais de justice ici, à la Gombe, tout ça, cour constitutionnelle. À Kassavubu, il y a un joli palais, il y a un tribunal de commerce, je crois, sur l'avenue de la Science, et on s'est dit, ok, ça va. Mais ailleurs, c'est pire, il n'y a rien. Le problème, c'est que au Congo, nous sommes trop dans l'apparence et dans l'apparat, et pas beaucoup dans la consistance et dans la profondeur. Il y a comme ce consensus de faire semblant d'être, de paraître. Mais on n'est pas dans l'effectivité. Faisons comme si on était un pays, faisons comme si nous avions des lois, faisons comme si nous respections des lois, mais dès que ça gêne mes intérêts, est-ce qu'on connaît tel magistrat? Est-ce qu'il y a moyen de contourner cela? Est-ce qu'il y a moyen de lui faire pression? Parce que j'ai eu un tableau sévère sur les magistrats, mais j'en connais des magistrats héroïques. Je connais des juges héroïques, dont la carrière est totalement brisée. Parce qu'ils n'ont pas marché comme on s'attendait à ce qu'ils marchent. Ils ont juste marché selon le droit. On a commencé à chercher des accointances tribales, ethniques, voire politiques, là où il a juste voulu dire le droit. Vous pensez que la deuxième fois, il agira? Il essaye de se syndiquer. Il a un problème. Sa carrière est totalement brisée. Personne ne parle pour lui. Nous sommes, en fait, dans un pays qui y a une mascarade de la légitimité légale, mais qui a un comportement de braconnier du droit. Donc nous connaissons ce qu'il faut faire, nous savons que c'est ça ce qu'il faut faire, mais nous décidons que pendant la période où on ne doit pas chasser, nous chasserons, et si on nous attrape comme braconniers, nous décrétons que cette période peut aussi s'appeler période de chasse. C'est ça ce qui est dommage en fait. Or, vous prenez dans nos villages, par exemple, chez les Nekong, on sait qu'il y a des jours où on n'entre pas dans les champs.
Vous avez 4 jours où vous faites tout ce que vous voulez. Il y a les jours du marché, il y a des jours de repos. Personne n'entre à aller faire son chant au village. Tout le monde les respecte, c'est naturel. Pourtant, c'est dû à quoi? Mais il y a aussi une culture, c'est qu'il faut laisser le sol en jachère. Il faut le laisser un peu se reposer. Il faut faire autre chose. Il faut prendre le temps de vivre en communauté. Donc, il y avait une philosophie derrière tout ça. Mais nous, aujourd'hui, on est vraiment dans une situation d'absence de prise en compte. Et le monde ne nous attend pas. La plupart même des réformes dans ces pays, en dehors du code de la famille quand même, il faut reconnaître. La loi foncière, bon, il y avait quelques soucis. Je vous avais dit, la question foncière, nous l'avions suffisamment abordé. Voilà, ok. Donc ça, c'était très compliqué. Mais la plupart même de nos infrastructures, c'est guidé par l'Occident. Qui a réhabilité le beau palais de justice dont vous parlez? Mais c'est le programme d'appui à la justice de l'Union européenne. Même nos codes sont financés par l'Union européenne. Vous remarquez à quel point l'indécence que nous avons, la justice, la tribu, le pouvoir régalien. Voilà. Et il faut l'Union européenne pour vous réhabiliter vos bâtiments. Non, je comprends, maître. Merci beaucoup, maître. Je ne voudrais pas vous laisser une dernière parole parce que nous aurons encore besoin de vous pour des explications beaucoup plus approfondies sur d'autres sujets, toujours en ce qui concerne cette importante question liée à la réforme de la justice en République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation, maître. Je vous remercie infiniment pour ces privilèges. Le temps que vous terminiez vos conférences, dès que vous auriez fini, moi, je serai le premier à frapper sur votre porte pour que vous veniez encore pour des explications beaucoup plus détaillées. Merci d'avoir suivi le grand oral avec maître Hervé Diakiese. On se retrouve très prochainement, aussi bien sur les antennes de Digital Congo Radio-Télévision, donc TV, que Digital Congo FM. Très bonne suite des programmes, au revoir.